Salut, à l'habitude, c'est chapitre et voilà, retrouvez dans la description tout le chapitrage du live. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous allez super bien. Euh, Moi ça va, entre guillemets. J'avais envie de lancer un petit live. Euh, En ce moment, il y a plein de trucs qui sont prévus, qui vont être faits. J'ai été contacté aussi, du coup, beaucoup de choses que je fais sur TikTok va me servir maintenant pour des trucs par la suite, pour des projets à la suite, aller sur d'autres comptes et bosser avec d'autres gens. Euh, donc j'avance ça déjà. Je sais pas dans combien de temps ça se fera, mais il y a moyen que je tienne une chronique, quelque part. Voilà, on pose les trucs bien et maintenant on va à la suite. Euh, ces derniers temps, je vois beaucoup de gens parler d'humour sans vraiment comprendre ce que c'est. Euh, pour certains, l'humour c'est un truc un peu spirituel, genre un truc ça te fait rire parce que ça te fait rire. Il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle ça fait rire, ça fait juste rire. Sauf que bah non, ça marche pas comme ça. Ça aurait été drôle, ça marchait comme ça en vrai. Mais ça marche pas comme ça. C'est de la technique, c'est comment t'enchaînes les mots, comment tu... Bah en fait c'est comment tu les places, que ce soit de l'humour à travers l'inattendu, l'humour à travers la répétition. Et t'as plein de gens qui perdent ces notions-là et donc bah, parfois se perdent sur qu'est-ce qu'une vanne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui ne sont pas des vannes, mais ils sont qualifiés comme tels pour justifier des agissements. Et il y a des trucs qui sont des vannes, fondamentalement, mais on leur retire leur statut de vanne pour, entre guillemets, faire comme si ça dénonçait. Et du coup, ça devient de plus en plus problématique. Euh, L'un des plus grands exemples de cet élément-là, ça va être, je sais pas, euh, ce serait prendre Jérémy Ferrari, qui littéralement a tenu un spectacle entier d'humour noir avec une grosse partie pour parler c'était quoi déjà? Action contre la faim. Je suis qui? Je suis un individu random qui bosse dans l'audiovisuel. Euh, et donc, sa partie sur Action contre la faim, c'est une partie qui, teintée d'humour, dénonçait quelque chose d'important. Mais c'était teinté d'humour, justement. Euh, et aujourd'hui, il y a aussi des gens qui, littéralement, ne font pas de vannes. C'est-à-dire qu'ils font un stand-up, et l'entièreté de ce qu'ils tiennent, c'est juste des propos haineux. Sauf que comme ça tient sous le statut de stand-up, et bah c'est censé être des vannes. Du coup, les gens le prennent comme de l'humour. Euh, L'individu le plus pertinent que j'aurais là-dessus, j'ai pas son nom, mais c'est un type qui maintenant fait beaucoup plus de vues qu'avant. Euh, mais en gros, quand il a commencé, les seuls trucs qu'il faisait, c'était dire euh, les femmes elles sont chiantes, non. Ah, elles veulent pas baiser, elles ont leurs règles. Dieudonné peut passer aussi là-dedans. Dieudonné, qui est un antisémite notoire, euh, et il crachait son antisémitisme juste sur scène. Et là, du coup, voilà, t'as ce type-là qui, du coup, est plus récent, qui commence toujours à monter, ce qui est donc problématique, qui en fait est juste misogyne, raciste, homophobe. Mais comme c'est sous le statut de stand-up, tu le cales en humour, et donc ça passe. Mais t'as aussi plein de streamers comme ça. Il y a des streamers, comme leur but c'est le divertissement et de faire rire, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, tant que ça passe, tant que c'est calé sous le ton de l'humour, on va rien dire. Et ça devient problématique. Parce qu'il y a ceux qui se perdent là-dedans et ceux qui ne comprennent pas. Euh, Là, j'ai traité deux fois de sujets sur l'humour. Un premier sur comment, à travers l'humour, il y a la montée du nazisme et comment une blague, euh, à travers une personne qui est touchée par cette blague, ne comprend pas que c'est une blague. Le fait d'être ciblé par des vannes. Euh, les gens qui vont être les plus pertinents. euh, alors, moi, je suis un peu dans le tas d'avoir été visé par une tonne de vannes, hein. Je suis un binoclard. Déjà, à partir de ça, je me suis tapé toutes les vannes sur les intellos. Euh, bon, mon homosexualité a fait que ces vannes-là aussi, elles me sont passées dessus. J'avoue que ça aussi, ça pourrait être tourné en mauvais. Et pourtant, bah, c'est des vannes. C'est le but de les comprendre. C'est drôle. C'est utiliser des stéréotypes pour faire des vannes dessus. Sauf que quand les gens ne comprennent pas le concept de la vanne, et bah, très vite, ils les tournent en pseudo-drama. Des dramas qui n'ont pas à être là et qui n'ont pas de nécessité.
mais qu'ils ont besoin de créer, non pas pour se sentir exister, mais parce qu'ils n'ont pas compris. Et c'est à ce moment-là que tu peux questionner comment ils prenaient les autres vannes. Là, j'ai fait une vidéo, du coup, aujourd'hui, pour parler d'un type qui a fait une vanne, et t'as un mec, parce qu'il était visé, il s'est levé, il s'est barré. En gros, la vanne, c'était euh, c'est Algérie-Maroc qui ont un conflit. Et donc, c'est un gars qui était sur scène qui disait: Hé les gars, venez, on se fait pas la guerre, on est potes et gardons notre énergie contre les guerres. Voilà, donc en fait, c'est utiliser un stéréotype de l'oppresseur euh, pour casser l'amour qu'il était en train de donner à travers une scène. La vanne est là, la vanne est drôle. Euh, et il y a un type qui s'est barré de la salle en disant: Ouais, vous voulez pas de nous. Mais du coup, il prenait comment les vannes racistes, homophobes et misogynes qui étaient dites sur scène à l'époque, et même qui sont toujours dites sur scène? Est-ce qu'il comprend que c'est du second degré? Du coup, il y a deux types d'humour. Il y a l'humour pour dénoncer et l'humour, en fait, l'humour dénonce toujours, mais l'humour où ça dénonce frontalement et l'humour où on utilise du second degré pour dénoncer. L'humour qui dénonce frontalement, ça va être, du coup, je parlais de Jérémy Ferré juste avant, sur tout son spectacle sur Action contre la faim. C'est dire, les mecs, ils disent qu'ils prennent le pognon pour donner, c'est une association. C'est dire qu'elle coule le jour où on leur donne plus d'argent. Enfin, le jour où il n'y a, y a plus de faim dans le monde, l'association coule. Et là, ils nous disent qu'ils sont en défi et qu'ils ont trop d'argent. Mais si vous avez trop d'argent, ça veut dire que vous pouvez déjà nourrir tout le monde. Donc faites-le. Sauf que non, ils ont acheté un bâtiment. Comment ils l'amenaient, comment ils le traitaient, c'est des super vannes bien calées qui sont juste là pour dénoncer. Ils présentent des faits et ils utilisent un ton et des tournures de phrases pour exposer le ridicule. Et du coup, c'est drôle. Et pour les vannes qui dénoncent autrement à travers du second degré, là, j'aurais pas d'exemple directement là-dessus. Qui j'aurais C'est plus les inconnus qui ont fait beaucoup ça. Les inconnus, ceux qui pensent que les inconnus ont toujours été premier degré, c'est un peu triste. Du coup, Euh, les inconnus, ils ont beaucoup fait ça. Euh, Dire des choses ignobles pour qu'on comprenne que c'est du second degré. C'est pour ça que, enfin, des rois, hein, que peut-on dire d'eux? Mais du coup, en fait, ça se perd. Et ça montre aussi comment les gens sont de base. Donc c'est pour ça que c'est bien que l'humour maintenant soit plus large que des vannes pipi caca. Euh, Car du coup, maintenant qu'il y a un nouveau type d'humour, enfin un nouveau type, des nouvelles cibles dans l'humour qui sont pointées, et bah tu vois la réaction de certaines personnes et de comment elles interprètent l'humour de base. L'humour, c'est s'en prendre à tout le monde, pas à certaines personnes. Et c'est pour ça que c'est universel. Sauf que aujourd'hui, les gens ont besoin de se sentir victimes. Donc le très cher vieux papy qui est parti de la salle dans ce truc-là, bah, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème de base dans l'éducation de certaines personnes. Voilà, j'avais besoin de faire une belle aparté là-dessus parce que ça m'énervait, entre guillemets, mais on va dire que l'art est en danger à cause des cons qui la comprennent pas. C'est quand même fou, hein. C'est-à-dire que les gens, ils pourraient s'éduquer sur l'art et donc on serait tous bien, tous heureux. Sauf que non, ils ont besoin de dire non, moi je me suis pas senti bien. Alors, non. Oui, enfin, c'est parce que t'as pas compris. Oui, sauf que ça fait 40 ans que tu comprends pas. Oui. C'est pour ça que. En vrai, il faudrait faire ça. Parce que les cours d'art plastique, on parle d'art, c'est le concept d'art plastique. Pourquoi il n'y a pas de stand-up en art plastique? Désolé, mais l'écriture, pour moi, c'est pas seulement en français, c'est aussi de l'art. Pour moi, l'art plastique, on change un peu le truc. On t'explique pourquoi tu le fais, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça dénonce, et derrière, faire des trucs concrets. Parce que je vais le ramener parce que je trouve ça toujours ridicule. J'ai cassé mon casque, je refuse tout jugement. Voilà, on va parler de ce truc-là. C'est dégueulasse. On est d'accord, c'est dégueulasse. J'ai eu un 16 sur 20. C'est quand même très bien. Mais c'est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'accord? Ils appellent ça de l'art plastique. En gros, il fallait juste reproduire une image avec des objets récupérés. En quoi c'est de l'art? Qu'est-ce que j'exprime quoi dedans? Qu'est-ce que ça dénonce? Ça sert à quoi ça sert? Euh, du coup, tu m'étonnes que les gens comprennent pas l'art quand on leur dit que l'art, c'est faire de la découpe et de faire de la colle sur du papier. Genre, du coup, c'est quoi quand ils regardent Intouchable, genre? Ils se disent waouh, il y a des belles lumières.
Oh putain, c'est tout ce que t'as retenu. Parce que, enfin, quand je vois ça, tout ce que je retiens, c'est ouais, j'ai découpé des trucs et je les ai collés, quoi. Enfin, même sur les trucs les plus cons, genre, bah là, je peux avoir le truc le plus abrutissant sur Terre, une affiche pour un film. Une affiche même pas officielle, une affiche pour un projet. À travers ça, t'as une équipe avec le grand méchant en haut. Donc en fait, t'exprimes qu'il y a un danger qui est bien plus grand qu'eux. Et c'est pour ça qu'ils s'unissent pour le combattre. Il y a un message dans l'affiche qui te vend le film, qui te vend le propos, qui te vend le projet. Alors là, Stéphanie, qu'est-ce que je vends? Explique-moi. Qu'est-ce que je vends? Avec ça, je vends quoi? Je sais même pas pourquoi je l'ai gardé, ce truc d'être d'IA. J'avais 14 ans. Donc c'était il y a 7 ans. Même pas. Putain. Si. 8 ans bientôt. Oh putain. Euh, mais voilà. On n'a jamais eu vraiment de cours d'art. On a eu des cours d'art plastique qui est pour développer un esprit créatif. Sauf que tout ce que tu développes, c'est que dalle parce que t'as pas de cours. Ce que tu fais, c'est faire de la merde. Donnons des vrais cours d'art dans les écoles, par pitié. Ça commence à casser les yuk, ce genre de personnes, de métiers. Éducation d'ailleurs, il y a une super meuf qui a sorti un documentaire sur les écoles dans le monde. Je sais plus comment elle s'appelle, j'ai envie de retrouver parce que je dois le regarder. Il est dispo gratuitement sur YouTube, un super documentaire où du coup ça retrace comment fonctionne l'école dans d'autres pays. Il me semble qu'il y a le Mexique, je n'ai plus tous les endroits. Du coup, je ne vais pas dire, mais il me semblait qu'il y a le Mexique dans les 3 écoles qu'elle a regardé. Comment fonctionne le système scolaire ailleurs. Et t'as Gabriel Attal qui a fait un petit commentaire sur la vidéo en disant ouais, c'est très bien d'avoir ce genre de vidéo, de voir comment ça fonctionne ailleurs, mais on voit aussi les enjeux. Sauf qu'en fait, il a dédouané l'entièreté de l'État dessus. Euh, Actuellement, dans les campagnes, il y avait 20% de villages en 1990 qui n'avaient pas d'école, seulement 20%. Aujourd'hui, il y a 69% des villages français qui n'ont pas d'école. Mais le problème, c'est les autres. C'est pas comme s'il y avait plein de classes qui fermaient. Non. Et que les gamins étaient entassés. Non. C'est, ça fait partie des trucs où l'éducation est genre vachement délaissée. De plus en plus d'ailleurs. Et il n'y a pas vraiment de raison. Enfin, si on avait une, ce serait, mais euh, si on va nous parler de coupure de budget, de difficulté à se faire des thunes. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, le fait d'essayer de faire des économies pour rembourser une dette qui n'est pas forcément remboursable sur la durée. Parce que je sais pas, c'est combien de temps. L'art a toujours été politique. L'art a toujours été politique. Euh, D'ailleurs, je prépare wow, je prépare une vidéo entière sur notamment le fond et la forme. Et je vais utiliser le critère du vêtement sur ça, la mode. Comment la mode impacte le politique. Parce que la mode, c'est de l'art. Euh, et aujourd'hui, il y a du coup un vrai truc un peu chelou qui est créé autour, qui est un- une, une forme de meurtre à travers une uniformisation de la société. Tu uniformises à travers la forme pour uniformiser les idées. Tu passes par la forme pour toucher le fond. Euh, Mon Dieu, ça a double sens. J'aime bien. Euh, Bah du coup, ça va être le titre. Voilà, j'ai trouvé le titre du projet. Utiliser la forme pour toucher le fond. On est bien, on est bien. Euh, mais il y a un vrai truc qui est autour de la politique, que ce soit la politique de l'uniforme à l'école, des stéréotypes de genre, machin, machin. Tout l'intérêt derrière, c'est uniformiser pour contrôler. Même pas contrôler, parce que t'as pas besoin de contrôler un peuple qui pense de la même manière. Et du coup, j'ai surtout vu un article qui est sorti et qui fantasmait l'éducation japonaise. Au Japon, tu passes les premières années à pas faire d'études, à pas faire d'études de cas, d'éléments. Ce que tu fais, c'est apprendre comment bien être en société. Donc comment bien dire bonjour, bien machin. Euh, En fait, être l'individu modèle. Et ensuite, tu apprends les bases, donc les maths, le français, enfin le japonais. Et il y a une sorte de fantasme de copier ce système éducatif-là. Sauf qu'en fait, on ne peut pas suivre ce système éducatif-là parce que justement, c'est tuer l'idée, c'est tuer la différence à travers une uniformisation.
C'est pour ça que ce système est beaucoup critiqué, même par les gens qui y sont et qui s'en détachent. Mais si, en tant que société, on essaye de copier ce truc-là, on est un peu dans la merde. Euh, mais c'est une sorte de fantasme qui est chelou du coup. On, dans certains, dans une certaine vision de l'avenir, on peut voir beaucoup de dessins, de croquis, même à travers comment c'est dépeint dans les films et compagnie. On a des gens qui sont tous genre pareils. D'ailleurs, c'est toujours des décors très blancs, euh, les fringues blancs pour représenter une forme de pureté, sauf que cette pureté est uniforme, elle n'est pas vivante, il y a une forme de mort dans l'uniformisation. Et du coup, dans ce fantasme du futur, même les artistes la représentent, c'est problématique. Qu'est-ce qui aujourd'hui est indépendant de... Ben, indépendant de... Comment on pourrait appeler ça? Parce que là, je n'ai pas le mot, mais indépendant de tout contrôle. Et qu'est-ce qui appartient au libre arbitre? euh, Ça fait partie des petites questions de merde que je me pose. Un peu souvent, même constamment en fait. Parce qu'on oublie peut-être beaucoup trop l'impact que ça. Euh, oh. Du coup, ça va pas être traité, pas grave. Mais voilà, aujourd'hui, on est un peu, je sais même pas comment dire, mais on se perd un peu euh, dans une société fantasmée et on oublie les bonnes choses. Waouh, il se passe une connerie là ou c'est comment? Ou ça va sentir la republication ça. Euh, mais voilà. Euh, je fais une longue aparté là, c'est 17 minutes quand même. Deux longues apartés sur des sujets qui me cassent les couilles. Mais évidemment, j'avais besoin de les traiter. Juste en tant qu'individu et membre de la société comme tel. Des fois, il y a un truc un peu chelou de on ne peut rien faire, qui est un peu chiant, qu'on voit partout. Le truc de le monde s'abat contre nous et nous sommes victimes de ce dernier. Alors qu'en fait, on peut agir. C'est juste que c'est pas qu'on n'ose pas, c'est qu'on a l'impression de ne pas pouvoir parce qu'on nous apprend qu'on peut rien faire seul. Que le système est trop grand pour nous. Même si cette image-là, le fait que toutes les lois passent par 27 commissions, alors que on a très bien vu dans l'histoire que des manifestations, des grèves, ça a impacté beaucoup de choses, que ce soit dans les luttes pour le travail, dans les luttes, même pas simplement pour le travail, des luttes sociales de base. Ça a toujours servi. Mais il y a cette culture du c'est pas possible. C'est toujours possible. Même le côté tout seul. T'es jamais tout seul. On est toujours 20 000 à avoir l'idée, sauf qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour la lancer. Lancer le combat, lancer la lutte. Euh, et ça, par contre, on le perd aussi. Ce qui est bien, c'est que bon, ça fait un gros fantasme là-dessus aussi, mais la figure du héros, ça a toujours été ce personnage qui part en quête pour sauver un peuple. Sauf qu'en fait, dans son aventure, il n'est jamais seul. Peu importe le récit, il est toujours accompagné. Parce que oui, il a l'impression d'être seul, on a l'impression que le héros est seul, sauf qu'il est accompagné de 20 000 personnes, de protagonistes, des personnages secondaires qui servent dans son aventure à atteindre son but. Et ça, c'est un des trucs qui se rapproche le plus de la réalité. Aujourd'hui, que ce soit dans les luttes syndicales ou autres, c'est sûr, si t'avais un mec qui arrivait dans la rue et qui gueulait on en a marre, personne suivrait. Sauf que là, bah ouais, t'as quelqu'un qui fait un appel qui dit ok, rendez-vous tel jour, telle heure. Et là, t'as des centaines de personnes qui se ramènent. T'as des entreprises qui enfin qui finissent par être sauvées grâce à ça, mais bon, on sait très bien que dans la majorité des cas, vivent les multimilliardaires, ça ferme. Donc c'est des luttes à prendre en compte aussi d'un certain point de vue de faut qu'on casse cette imagerie de on peut rien faire parce que c'est faux. Mais c'est le truc qu'on essaie de nous faire gober depuis trop longtemps. Et après c'est le système éducatif de base qui nous gobe dans tout ça et qui a à revoir entièrement. Donc Mathilde, c'est ça, je cherchais son nom. Sorti son documentaire aujourd'hui sur les écoles dans le monde et sur leur fonctionnement. Faut encore que je me le mate. Je vais le faire très vite. Et je pense faire une review entière. Et du coup, le fait qu'Atal ait réagi à ça, ça pose aussi un point, c'est que il voit ce qui se passe. Euh, et que tous les éléments qui sont dits, l'État aura beau passer à côté et dire on n'était pas au courant. Gabi, on sait que t'as vu.
Gabi. D'ailleurs, qui va sûrement se présenter au présidentiel. Et ça, on verra quelle va être sa démarche en termes de dialogue. Parce que là, il va falloir qu'il crée une image entière sur le personnage, qui est déjà commencé à être faite de manière médiatique, qui est intéressante à regarder. Euh, la création de son image médiatique, ça ressemble un peu à celle qu'on a créée à Macron, sauf que Macron, quand son image médiatique a été créée, il y a eu un côté de il pensait avoir confiance en lui, mais il ne pouvait pas. Du coup, il s'est barré. Gabi, on n'en veut pas. Exactement. Euh, et il y a eu tout ce truc-là de Macron qui arrive chez Hollande. Au final, il dit Hollande, il est mauvais. J'ai besoin. Il faut que la France se détache de ça pour quelque chose qui réunit le peuple. Et Gabi, en fait, il va suivre ce modèle-là. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que le côté réunion, il commence à l'avoir au fur et à mesure, mais auprès de la jeunesse, en disant regardez, je suis en ligne, je regarde vos influenceurs. Il a aussi utilisé son homosexualité, le fait qu'il a été oppressé à l'époque. Euh, alors, frérot, ce n'est pas un argument. Je suis désolé. C'est comme l'argument qui était utilisé euh, pour le pape qui était homophobe. Il était noir, donc les gens disaient mais il est noir, donc ça fait vivre la minorité. La seule raison pour laquelle vous le vouliez, c'est parce qu'il était homophobe. Gabi utilise le même argument, c'est le truc de je suis gay, imaginez un gay au pouvoir. On sait qu'il va arriver cet argument. Le fait de dire je comprends les minorités, la carte, je l'attends mais tellement fort. Il l'a déjà utilisé 2 fois. Euh, et ça commence un peu à. En fait, quand tu fais partie de la commu, il y a un peu un truc de tu nous instrumentalises. Ça me fait penser au mec qui avait twerké dans une église et qui après a dit ouais, en fait, vous dites ça parce que vous êtes homophobe. Non, c'est juste irrespectueux. S'il te plaît, arrête. Enfin, t'as l'impression que c'est une safeguard. Non. Euh, Bref, les techniques de dialogue qui vont être utilisées vont être super intéressantes. C'est un peu. Je dirais que ça peut s'apparenter à ce que Vauquier a fait pour les LR. Au final, il l'a perdu, hein, Retailleau, mais évidemment. Hein. Mais au moins, c'est bien. Si Retailleau prend des voix, c'est dire que l'URN en perd. Je prends ce positif-là. C'est pas vraiment du positif, mais c'est du positif quand même. Hein, si les gens désescaladent la droite au fur et à mesure. Mais il y a ce truc-là de je suis le sauveur du parti, sans pour autant cracher sur le parti en lui-même, parce qu'il a besoin que le parti gagne. C'est ce que le PS a pas su prendre en compte lui-même. Mais après, je pense, le PS, on peut faire une longue aparté dessus parce que il y a, ouais, il y a une rhétorique intéressante sur comment elle se déteste tout en essayant de s'aimer. C'est le PS, c'est un peu une ex-toxique avec elle-même. C'est un peu un fantasme de ce qu'elle a été et l'amour de ce qu'elle a envie de devenir, de ce qu'elle est en train de devenir, et qui perd même le dialogue de ceux qui votent PS. Euh, et du coup, ouais, ça se perd aussi dans la haine de la gauche en entier. Donc en fait, qu'est-ce que ça devient? T'avais un gars qui avait en manif, j'avais interviewé un gars qui avait tenu je crois le meilleur propos, euh, notamment sur la droite, c'est qui vote les LR aujourd'hui. Ceux qui sont les plus à droite, ils sont partis avec les plus à droite sont partis avec Marine Le Pen et puis les moins à droite sont partis avec Macron. Le PS c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire que les moins à gauche sont partis avec Macron et les plus à gauche sont partis avec LFI. Il n'y a plus personne là-bas. Je parlais avec 4 personnes, et c'est largement suffisant. Si c'était le nombre qui comptait, on serait tous cons. C'est ça le problème. L'élément, c'est juste. En fait, on se dit que peu de personnes, c'est grave, sauf que une petite graine chez juste une personne qui peut pousser une réflexion, qui peut aller plus loin, ça c'est utile. Dire qu'on n'a aucune utilité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute, c'est faux. Aujourd'hui, on sait que notre personnalité est nourrie par le tas de choses qu'on a vécues dans notre vie. Ce que je connais aujourd'hui, c'est parce que t'as un mec random qui m'aura parlé il y a 5 ans, un truc qui aura germé et qui sera développé à travers d'autres personnes qui m'en auront parlé doucement. Et au final, ça aboutit aux recherches que j'ai fait aujourd'hui, aux travaux que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Penser qu'on est inutile parce qu'il y a peu d'écoute, c'est toujours faux. Un mot dit à un ami peut changer l'entièreté de sa vie sans qu'on s'en rende compte sur le long terme. Et ça, c'est les trucs les plus percutants. Et c'est toujours bien beau, même je trouve ça hyper beau, de se rappeler des gens qu'on a rencontrés, des gens qu'on a connus, qu'ils soient aujourd'hui mauvais, qu'ils soient aujourd'hui incroyables, qu'on ait encore des contacts ou pas.
comment certains de leurs mots peuvent encore résonner aujourd'hui sans même qu'on s'en rende compte sur notre comportement, sur un élément qu'on a partagé, sur une émotion qu'on a ressentie. Les émotions, Ouah. L'économie sociale. Euh, L'économie, en soi, là tu parles vraiment d'économie sociale, et sur l'élément sur lequel on peut le plus se rapprocher, ça sera le programme de LFI, qui littéralement c'est une économie pour le peuple social. Euh, du coup, ça tenait dans le programme. Par contre, ça tenait dans un programme qui était fantasmé. On m'entend très peu. Et ben augmente ton son. Voilà. C'est la base de Papsan. Euh, mais du coup, c'est possible si c'est bien géré. Euh, Actuellement, on a, ouais, on va dire que, oh, pardon, il y a Marino qui s'est lancé. Actuellement, on a une forme de politique en Europe qui est un peu dégueulasse en termes d'économie, où surtout certains députés européens qui ont voté afin que la concurrence déloyale soit un peu plus facile. Euh, les accords du Mercosur, TMTC, Chacal. Euh, et du coup, en Europe, l'économie elle est en train de se pisser là-dessus. Et avec Trump qui est en train de chier dessus aussi, ça va pas aider. Du coup, la politique du programme de LFI qui se tenait pour les législatives, elle peut plus tenir du tout. Du coup, je pense qu'elle est possible. Uniquement si, pas seulement l'Europe, mais les partenaires principaux, parce qu'on va parler ici aussi de certains pays d'Afrique, d'une grosse partie de l'Amérique, mais aussi de la Chine, jouent le jeu. Sauf qu'aujourd'hui, on a des problèmes, par exemple, avec la Russie, qui fait qu'il y a certains trucs qui ne peuvent pas se jouer correctement. Du coup, il faudrait un terrain calme sur lequel poser une économie sociale stable. Sauf qu'on peut poser déjà une économie sans matraquer les gens. Parce que ça, c'est le problème de la politique actuelle, c'est qu'on est en train de matraquer les gens alors que on sait où va l'argent. En fait, il y a une impression que l'argent, c'est un truc qui sort des poches des gens comme par magie. Genre, tu dis, je veux plus d'argent, l'argent arrive. Sauf qu'en fait, on peut expliquer ça comment Ok. Ce truc-là, c'est tout l'argent qu'il y a. C'est l'argent disponible. Elle est fermée, la boîte. Elle n'est pas ouverte. Il n'y a pas de... On rajoute, c'est fermé. Ça ne bouge pas. Et tu décides à qui donner. Du coup, tu le mets dans les boîtes des autres. Sauf qu'elle va jamais se remplir, cette boîte-là. Du coup, une fois que c'est plus là, une fois que c'est à quelqu'un d'autre, bah, tu peux pas le donner aux autres. Et en fait, on a un problème comme ça en France de répartition d'argent où en fait, on a donné plus d'argent à certaines personnes qu'à d'autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on se retrouve dans une politique hyper chelou de... Il y a des gens qui possèdent tout l'argent qu'on aurait pu donner à des entreprises pour créer de l'emploi et donc faire en sorte qu'on ait moins de SDF, qui ferait en sorte aussi qu'il y ait plus de travail pour les jeunes, qui ferait aussi qu'il y a beaucoup plus de travail disponible que de gens sur le marché du travail, qui permettrait de gagner de l'expérience en entreprise, et non pas tout en étant payé d'ailleurs. Donc permettre aussi plus d'alternance, que les alternants soient mieux payés. En fait, il y a plein d'enjeux sociaux qui pourraient être réglés. Je suis sorti d'école d'audiovisuel, où du coup j'ai appris comment fonctionne le traitement médiatique, mais aussi à faire des films. Voilà. Et du coup, en parlant de traitement médiatique, il y a beaucoup de sujets qui sont un peu maltraités. Ce qui est super drôle, c'est que l'intervenante qu'on a eue sur le traitement médiatique, c'était une meuf de chez CNews, la rédactrice en chef de chez CNews. Du coup, après, tu regardes son travail et tu te dis, bon, bah, tu te fous pas un peu de ma gueule. Cette meuf, pire souvenir. Le pire, c'est qu'elle nous vendait une déontologie. Il n'y a pas de déontologie dans ton émission. Enfin, tu te rends compte que... Je crois que le rapport, c'était 364 jours par an à parler des musulmans. Pascal Pro qui dit non, c'est faux. Si, frérot, le rapport est sorti. T'as un acharnement. Calme-toi. Calme-toi. Respire. Mais le frérot, genre... Je sais pas ce qu'il va... Enfin, qu'est-ce qu'il va devenir, ce mec-là, quoi. Déjà, il est nul en entraîneur de foot. Il est nul en commentateur sportif. En journaliste, il est pire. Et pourtant, il a toujours du crédit, genre... Enfin... Quelle est ta carrière? Quelle est ta trajectoire? Je sais pas, c'est comme si tu passes de journaliste à poissonnier, puis après tu te dis, let's go, je vais devenir, je sais pas, vendeur d'escarmouches. Pourquoi?
c'est sa carrière est barrée as fuck. Mais pourquoi pas, hein. Non, pas pourquoi pas, c'est pas normal. C'est pourquoi on donne des postes qualifiés à des gens qui sont pas qualifiés. Je sais pas. Enfin, je ça j'arrive toujours pas à comprendre. Il y a une logique derrière qui est pas. Il y a beaucoup de crédit chez les gens de droite. Ouais. Bah, la méthode est là, mais c'est le truc de. C'est ce qu'on donne beaucoup à Hanouna aussi. C'est le côté de essayer de réunir les bons gens. Je crois que Bolloré a aussi cette faculté-là. Réunir les gens qui savent être clivants, qui savent réunir les gens tout en apportant une forme de division à travers une certaine personne. Surtout que malheureusement, Pascal Pro, il domine les débats. Il les gagne pas, il les domine. Et la grosse différence, elle est super importante. C'est qu'il est beaucoup présent, on va beaucoup retenir ses interventions, mais c'est pas pour autant qu'il a raison. Et comme on le retient plus lui, on a l'impression qu'il a raison alors que non. Et c'est super intéressant. Je suis dans le spectre politique de gauche. Voilà. Euh, parce que je ne saurais pas me placer exactement dans la gauche. Parce que même ça, je faut encore que pic. Euh, mais clairement pas à droite. De famille, hein, loin de la droite. Quand je vois mon grand-père maintenant, je peux pas être de droite, de base. Je- non, la gueule de sa retraite, hein, euh, et même son dos, hein, sa vie, sa vie résumée à du travail, la gueule. Plus qu'à gauche qu'à les filles. Et bah putain, voilà, moi je suis du NPA maintenant. Les gens du NPA sont hyper intéressants à interviewer, je tiens à le dire. Il y a quelqu'un qui m'a apporté le concept de la permission à travers les institutions, euh, qui du coup est honnêtement hyper intéressant intellectuellement, mais le développer est beaucoup plus compliqué. Le fait qu'on a un système qui permet beaucoup de choses, qui n'a pas besoin de ces choses-là, mais qui les promeut. Euh, Pas seulement pour l'écart de richesse, mais si on parle de gestion d'entreprise, la délocalisation, comment c'est permis, que ce n'est pas bon, mais que pour autant, on aide à ce que ça se fasse. En France, il y a un vrai système d'aide à la délocalisation. Euh, avec tous les cadeaux qu'on fait aux entreprises, il y a un côté où c'est un peu ce qui s'est passé avec. En fait, ça n'a pas vraiment passé comme ça, mais Leclerc, il y a eu. Non, c'est pas Leclerc, c'est Decathlon. Pardon. Decathlon, il y a 400 postes qui ont été supprimés et tu as une filiale qui a ouvert à l'étranger à travers les 400 postes supprimés. Sauf qu'on pourrait se dire que oui, ces 400 postes supprimés ont permis de financer celle qui a ouvert plus loin dans un autre pays. Sauf que non. Parce qu'en fait, il y a eu un surplus. C'est-à-dire que les 400 supprimés, c'était pour faire des gains pour ceux qui dirigent Decathlon et que le reste, euh, en fait, ils ont utilisé genre une toute petite partie pour monter l'autre. Le seul intérêt, c'était de faire des gains. Ces gains, ils sont passés où? Personne ne sait. On sait juste qu'il y a des emplois qui ont été perdus. Là, on pourrait se dire que c'est des emplois étudiants, sauf que non. Il y a beaucoup de gens qui étaient âgés et donc étaient sur des sortes de fin de carrière et peuvent pas encore toucher de retraite. Donc ils doivent continuer à bosser. Sauf qu'aujourd'hui, qui embauche des vieux? Voilà, les institutions permettent ça, mais pour autant, c'est pas bon pour nos institutions. C'est Ces logiques-là, c'est compliqué à suivre. Et pour autant, c'est là. Alors on fait quoi? Euh, Mais après, c'est aussi comment c'est amené par ces chefs d'entreprise-là. Parce que si c'était juste, je le fais et je le dis pas, voilà, ça passe bien. Il a eu besoin de créer le mensonge des 400 postes pour le faire. Au final, est-ce que la délocalisation dans un autre pays n'a pas juste servi à justifier le fait de gagner plus d'argent à travers la suppression de postes? C'est ces questions-là de comment comment on utilise une forme pour faire passer des choses ignobles comme ça, ça m'énerve un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, extrêmement. Euh, mais tous ces systèmes de dialogue, systèmes de messages, de comment c'est traité aussi. Euh, sur ça, genre, aujourd'hui, j'ai sorti ma vidéo sur les violences policières, truc très simple, le tabou de société. Et il y a ce truc-là qui me dérange un peu, le fait de on en parle un peu,
mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on parle des flics qui font des dégâts aux autres flics, mais on parle pas des flics qui font des dégâts aux populations. 7700 signalements depuis 2018, 20 à 30 condamnés par an uniquement depuis 2018, parce qu'avant 2018, il y en avait environ 100 qui étaient condamnés. Quand on dit condamnés, c'est plus sont traités au travers de leur chef, pas forcément devant la justice. Sauf que aussi, avant 2018, il y avait des exclusions. Depuis 2018, il y a eu extrêmement peu d'exclusions sur des faits. D'ailleurs, il y a eu même des promotions et des gens qui ont simplement eu des rappels à l'ordre. Il y a une protection de nos services de police qui, pour autant, font des violences policières. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette peur de dire que les institutions ne fonctionnent pas. Les flics, pour devenir flics, c'est plusieurs semaines à plusieurs mois d'enquête. Et aussi 1h30 de suivi psychologique. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Comment tu sais que les mecs sont pas violents ? Pourquoi il n'y a pas une enquête quand ils commencent leur emploi ? Et surtout, qui fait l'enquête ? L'enquête, elle n'est pas faite par des gens lambda. Ils sont faits par des flics eux-mêmes. Donc, est-ce qu'un flic saura bien juger un autre flic ? C'est pas une institution privée, c'est pas un truc ailleurs. Il y a un truc de... c'est pas réglo dans la manière de fonctionner. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a les flics à Marseille qui ont détourné des caméras pour cacher le fait qu'il y a des potes à eux qui tabassent des gens dans la rue. Le fait que t'as un flic qui tire des coups de feu depuis chez lui pour rigoler. Et plus récemment, on a pu voir les vidéos qui sont sorties hier, les flics qui ont chopé un mec par les cheveux. Alors, le mec, il avait été violent. Il s'est rendu, il a été menotté, ils auraient pu l'emmener, voilà. De manière logique, en le chopant par le bras, en le tirant. Non, ils l'ont chopé par les cheveux, on tiré dans la bagnole. Une meuf est arrivée pour dire c'est pas bien, elle s'est fait gazer. Elle s'est fait gazer. Et on pourrait se dire, ok, c'est parce qu'elle arrivait vite, elle avait peur. Non, elle est arrivée, ils lui ont dit de partir, elle a reculé, elle a pris son téléphone, elle a commencé à filmer. Le flic a tapé dans le téléphone, et ensuite il lui a gazé la gueule. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir confiance en des institutions qui s'en prennent à nous ? Non. Là, il n'y a pas besoin, c'est pas une question. Non, on ne peut pas. C'est pas possible. Une fête d'école. Oh, wow, ouais, d'accord. C'est. Attention, les enfants, ils avaient un bâton. C'est une agression vers la police. Qu'est-ce qui nous dit qu'avec ce bâton, ils ne peuvent pas tuer des gens ? Arme de catégorie B. Ah, désolé. C'est de quoi la justification ? Tu peux pas trouver de justification. Ça me rappelle le pire truc, c'était le tir de LBD qui est arrivé dans la chambre d'une vieille pendant une manif. Oh mon dieu, ça arrive comme ça d'un coup. Ils sont sortis, ils sont pas prévenus. Ah non, mais aussi, est-ce qu'ils avaient leur attestation de sortie ? S'ils n'avaient pas le papier, voilà, il faut le papier constamment sorti sur le buste avec écrit je peux sortir. C'est légal. Non mais je me demande si aujourd'hui on n'aura pas besoin carrément d'avoir des articles de loi avec nous pour s'assurer de la sécurité des gens ou simplement de notre sécurité à nous, quoi. Mais c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent des études d'avocats qui ensuite nous font des retours pour nous dire bon bah ça c'est légal, c'est pas légal. Et ensuite par contre j'en ai marre d'avoir les gens mais de pas avoir leur nom. Une meuf qui fait des études de droit et qui nous rappelle tous les articles de loi, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis. Elle a fait beaucoup de vidéos, notamment sur Gisèle Pellico et sur la notion de consentement légalement, qui est super intéressante. J'adore cette meuf. Mais c'est longtemps que j'ai pas vu ces vidéos. Est-ce qu'elle a pas fait de vidéo depuis longtemps ? Peut-être. Super intéressant. Il y a toujours des gens qui arrêtent. Ouais, bah. Il faut, c'est obligé. Ça me rappelle le député LFI là, qui a été limite victime, hein, on va pas se mentir. C'est honteux. C'est honteux. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance quand on voit les vidéos, la vidéo du mec qui filme depuis son balcon un contrôle de police sur un parking et le flic qui lui fait fais gaffe, t'as regardé. Je crois que c'est le truc qui m'a fait le sentir plus mal, quoi. Quand tu dis qu'il serait passé quoi s'il avait pas vu. De quoi il serait passé quoi s'il n'avait pas vu la caméra, et il serait passé quoi s'il n'y avait pas de caméra. La deuxième option, c'est la pire. Donc, que ce soit sur les contrôles violents, on a pu voir même le 9 mai, la police a frappé un mec qui, justement, dénonçait cette manif. Il n'est pas parti agresser les gens qui étaient dans la manif. Juste, il était à côté, il disait bande de salopards. Je
que je trouve totalement légitime face à des nazis. Écoutez. Mais ouais, comment on peut avoir confiance en une institution qui s'en prend à ceux qui sont censés protéger? C'est permis par les institutions. Aujourd'hui, je crois que cette simple phrase, elle me bloque encore, quoi. C'est permis par les institutions. C'est pas un truc random, c'est permis. Donc, aujourd'hui, la fake news est permis. Aujourd'hui, le mensonge est permis. Aujourd'hui, les violences sont permis. Donc, dans un cadre légal, tu peux pas les retourner, à moins de directement t'en prendre à la Constitution. Sauf que les amendements et compagnie, aujourd'hui, c'est pas sur ces sujets-là qu'on traite. Parce que y a des sujets qui sont, entre guillemets, plus importants. Parce que, oui, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de droit, t'as des gens aujourd'hui qui se retrouvent à la rue. Et tu tentes de trouver des magouilles pour que tout le monde accepte, sans t'en prendre à tout le monde. Parce qu'au bout d'un moment, oui, la France a cet avantage-là, c'est on aide tout le monde grâce aux impôts. Sauf qu'aujourd'hui, nos impôts, ils servent pas trop à aider les gens. Ils servent à enrichir certaines personnes. Oui. Mais là, on voit que, à travers les pétitions et compagnie, il y a aussi une forme de nouvelle lutte qui réussit à naître, que je trouve vraiment cool. La lutte du peuple qui oblige des sujets à être traités. Sauf que même si on oblige des sujets à être traités, c'est pas pour autant qu'ils sont validés. Et ça, c'est encore le petit hic. Pour moi, s'il y a des choses qui doivent passer à travers des pétitions, elles doivent aussi passer à travers des référendums. Pour moi, si une pétition passe, un référendum doit passer aussi, par obligation. S'il y a assez de gens qui ont signé une pétition, c'est que le peuple a voulu. Et si le peuple a voulu, le peuple doit pouvoir s'exprimer. Même si l'Assemblée est censée nous représenter, on va pas se mentir, le système électoral, il fonctionne pas comme ça. Hein. Le système américain, c'est le pire, où ça parle de pourcentage d'intérêt. Mais en France, on n'a pas ce truc de pourcentage d'intérêt, ce qui est bien. Mais par contre, on a aussi ce côté où on juge par rapport à certains territoires et pas à l'entièreté du territoire. Pour le mieux, pour le pire, on ne sait pas vraiment. Mais voilà, quoi. Je sais que moi, mon territoire est représenté par l'ERN. Je le somme. Putain, mon député, c'est un... c'est terrible. Mon village. Bienvenue dans nos villages français. je préfère un reportage dessus, carrément. Ça doit être dans la Constitution, les pétitions. Ça doit aller plus loin que ça. Ça doit... Pour moi, ça devrait... c'est le peuple qui parle, quoi. C'est pas un truc qui devrait être possible de retoucher. C'est pas quelque chose qui... Enfin, ça peut changer avec les mœurs. Donc on peut pouvoir le retoucher. Parce qu'on peut dire une connerie aujourd'hui sans s'en rendre compte. Mais on peut pas non plus... laisser tout cacher, quoi. Tranquille, on fait avec. On a grandi avec. Mon petit frère a grandi avec aussi. On tente de le préserver. Heureusement, on est là. Heureusement, on a une famille de gauche. Ça n'a aucun sens. Vraiment, j'ai l'impression d'être... Ouais, on est la maison d'irréductible gaulois. Voilà. Mon petit frère, c'est Astérix. Mon chat, c'est Obélix. Désolé, c'est le seul qui est obèse. Et moi, je suis ce chanteur fou qu'on colle à l'arbre. Voilà. Puis le reste, c'est envahi par les Romains. Hein, le pire, c'est quand même, genre, j'ai fait un podcast pour parler à mes parents, machin. Et à travers ça, pendant le tournage, on a été dans un abribus. Et il y a un gros Zemmour 2022. Non, les gars. Je veux bien que vous soyez de droite, très bien. Mais là, c'est même plus de l'extrême, c'est de l'ultra. Et en même temps, durant ce podcast, il y a eu cette phrase qui m'a glacé le sang d'un gars avec qui j'ai grandi, qui m'a dit en voyant ce qui se passe aux infos, je commence à reconsidérer mon vote. Frérot, je sais que t'étais pas vraiment à droite, un peu quand même, genre t'étais Macron, quoi. Pas mal à droite quand même. Mais là, c'est non. Donc, il y a aussi ces rhétoriques-là des campagnes et de l'information qui passe, du racisme qui est vu qu'au travers du prisme de l'information. Et il y a un sentiment de bien faire.
parce que les informations, elles passent pas de la même manière. Ce qui est cool en Ile-de-France, c'est pour ça que ça m'a fait un choc quand j'y étais, quoi. C'est le côté où tu vois l'inverse. À la campagne, tu développes des stéréotypes que tu prends pour des faits. Parce que t'as pas d'inverse. Sauf que quand tu arrives en Ile-de-France, d'un seul coup, bah ouais, on dépeint les quartiers comme l'endroit le moins inclusif, le plus haineux. Bah, le foyer d'Ivry, j'ai jamais vu des gens autant envie et qui ont envie de s'aider. Quand on t'explique que les gens qui n'ont pas de papier, c'est des criminels qui volent et qui agressent, et après tu parles des gens qui se font chier pour avoir leur papier, ça fait 5 ans qu'ils se pètent le cul pour les avoir parce qu'ils ont envie de travailler décemment et on en marre d'être obligés de bosser au noir. Ouais, bah tu remarques que l'inclusion elle est empêchée et qu'on critique les gens qui ne sont pas inclus en société. Sauf qu'ils s'empêchent l'inclusion. Bah, ils vont pas réussir à rentrer dans la société. Du coup, ils vont continuer à mener cette vie hors de la société. Bon, Francis, on fait comment? On peut pas accueillir toute la misère du monde. Ça, c'est, je crois, le pire argument. Mais enfin, encore une fois, le seul problème, c'est qu'il y a une mauvaise répartition des thunes. Bordel de merde. Donc, comment bien le répartir aujourd'hui? Et ben, on prend à ceux qui ont récolté pour rien. Non, c'est pas normal d'avoir un yacht. Tu peux lancer un commerce, tu vois, tu peux louer un yacht. Tu loues un yacht. Comme ça, tu fais fonctionner l'économie. Là, il en achète un, quoi. Il lâche. Il le possède. Tu vas pas tous les jours. T'en as pas besoin. Donc, c'est pas grave si on baisse tes thunes pour que tu n'aies pas à acheter un yacht et que tu puisses seulement en louer quand tu en as envie. Comme tout individu qui se veut. Et l'argent que tu n'as pas dépensé dedans, pouf, il revient aux gens qui ont envie de travailler. Donc, tu le mets dans des petites boîtes qui vont développer de l'emploi. Et voilà. Bravo Patrice. Ça m'énerve un peu. Je suis beaucoup énervé. Ok, faut que je fasse des maîtrises. On fera des cours de self-control. On en prendra beaucoup pour exprimer de l'amour au monde. Paix et amour sur la société. Mais ouais, waouh. Ouais, je vais devenir... comment on appelle ça déjà? Je vais devenir un hippie. Au final, les hippies, c'est bien être un hippie, quoi. Si tu fais la fête. Salut la société, exactement. Un peu. Hein. Au début, ça parlait humour, comment ça fonctionne. Après, ça parlait quoi après? Ah oui, ça parlait éducation. Et puis après, ça parlait économie. Mais du coup, on est très vite parti sur la politique et les détournements. Beaucoup de détournements. Et on parle pas seulement de détournements de fonds ici. T'as la ref. Mais on parle beaucoup de détournements, plus de propos afin de cacher de l'argent un peu partout, sans que ce soit de trop. Voilà ce qui est problématique. Mais ouais, je crois que le truc qui me fait le plus chier, c'est que ça passe crème parce que aussi les médias le permettent entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux pas traiter le sujet de la gestion d'argent par des entreprises dans un reportage. Genre c'est pas assez. Donc il faut un complément d'enquête, un envoyé spécial. Il faut un truc comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, ce genre d'émission, ça passe tard le soir, à des moments où personne ne regarde la télé. Donc tu es obligé de faire un petit teaser. Un petit teaser, au final, qui vend seulement un truc avec plus de pression. Et l'information, c'est juste devenu de la pression. T'as plus de bonnes nouvelles. Du coup, les gens, ils vont pas le voir parce qu'ils se disent attends, je vais rester éveillé pour regarder un truc qui va me faire encore plus stresser que ce que je stresse maintenant. Pourquoi je ferais ça? Du coup, quand tu regardes les infos, ils racontent rien. Enfin, l'une des dernières news, ça a quand même été y a Karine, elle a fait un marathon. Non, la pire news, ça a été qu'il y a des gens qui payent d'autres gens pour courir à leur place. Voilà, ça c'est la news. Voilà, ça passe aux 20h. T'as besoin de savoir qu'il y a une application pour que des gens courent à ta place. Vraiment, à 20h, t'as besoin de le savoir. T'as besoin de... Non, non.
Enfin, vraiment pas, quoi. Enfin, aujourd'hui, en Amérique, t'as une politique qui est en train de dégager des gens tous les jours du territoire. Il y a des enfants qui meurent en Palestine. T'as littéralement la Russie qui a repris son offensive contre l'Ukraine. Euh, Il y a d'autres sujets. Il y a vraiment d'autres sujets. Parfois, les traiter trop, c'est pas grave. Faut le rappeler. Surtout, je crois que le pire, c'est le retournement de France Info qui d'abord, on a bien vu qu'il traitait plus le sujet d'Israël que la Palestine. Et donc en disant que c'est des victimes, machin, 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 machin. Et ils ont un retournement de veste depuis pas si longtemps parce que le président a retourné sa veste. Donc, quel rapport entre le travail présidentiel et l'information? On sait qu'il y a les chaînes publiques qui sont censées être indépendantes du gouvernement. Elles sont censées. Mais moi, j'ai toujours fait la promotion de elles sont en dehors de toute propagande. Parce que c'est leur devoir. Sauf que, en voyant ça, je commence à avoir des doutes. Et ce qui me fait chier, parce que ça me tourne en complotiste. Du coup, je commence à suivre de plus en plus des gens qui bossent chez TF1, des machins, des trucs comme ça. Du coup, il y a une meuf qui bosse chez TF1 qui a d'ailleurs fait des vidéos là-dessus en expliquant comment les sujets sont acceptés, comment c'est eux qui proposent les sujets, quel axe ils doivent prendre. Et du coup, elle montre un peu l'hypocrisie du milieu aussi. Ce qui est super, parce que ça montre que le journalisme, oui, eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des erreurs. Mais là, on parle vraiment de nier des morts. De ne pas les traiter durant un an. Et même là, je dis un an, mais ça, c'est parce qu'il y a un an, le conflit, il y a un an et demi, le conflit s'est intensifié. Mais en vérité, ça fait des années, des années, des années. Et il y a toujours eu des petites bribes dans les informations pour dire oh, d'ailleurs, il y a un conflit. D'ailleurs, il y a un conflit. Mais il n'y a jamais eu de vraie analyse du sujet approfondie à la télé qui fait que quand le conflit a pris de l'ampleur, s'est accentué, et directement on s'est dit c'est Israël qui se fait attaquer uniquement. Il y a 60 ans. Enfin, même. Non. Si 60. Non, 80. 60. 80. 48. 50. Ouais, c'est ça, donc 70 ans. 70 ans de conflit. C'est pour ça que j'étais entre les deux. Il y a 70 ans de conflit. Bordel de merde. Voilà, ça se résume pas en 2 jours. Donc c'est vrai que c'est bien du coup qu'il y a des historiens qui en parlent aujourd'hui, qui le traitent correctement, même si c'est trop tard. Genre, enfin, 1917. 1948, il me semble que c'est les premiers conflits armés. 1917, c'est les premières discussions de l'existence d'Israël. Qui du coup mène aussi... c'est intéressant, j'ai débattu avec... j'ai eu un argumentaire de mauvaise foi avec un Israélien là-dessus qui tentait de m'expliquer à quel point les musulmans étaient contre l'existence, étaient pour l'existence d'Israël et que les nazis étaient contre. Alors que, enfin, il y avait une... Non. Quand on regarde les écrits qui ont été ramenés, il y a une belle différence quand même qui est toujours intéressant. Mais on voit que aussi les moyens de se renseigner sont différents. Aujourd'hui, les gens, pour appuyer leurs propos, ils vont plus vraiment aller chercher l'information. Ils vont supposer un truc, chercher sur internet un truc qui irait vers leur supposition, dire que leur supposition est bien, et après ils l'envoient en disant ouais, vas-y, j'ai raison. Mais ils vérifient pas leur source. Et du coup, quand j'ai lu ce qu'il m'a envoyé, j'ai vu que c'était un livre écrit par un prof de maths qui est passionné par la Seconde Guerre mondiale. Un prof de maths. T'as beau être passionné, il y a ce que disent les historiens et ce que tu dis toi. Et il utilisait les écrits, du coup le narratif, d'un scientifique nazi dont il a lu les travaux. Bah oui, quoi de mieux pour raconter un conflit qui a tué des milliers de personnes, de toute religion, de toute ethnie, voilà, par nazi. Vraiment, c'est le truc le plus objectif. Vraiment, quoi de mieux?
Enfin, je sais pas. J'allais faire une vanne, mais en fait, c'est vraiment ce qui se passe. C'est un peu comme si on demandait à Israël de nous parler d'aide humanitaire. C'est enfin. C'était un humoriste américain, la vidéo a vachement tourné. Il y a un type, son boulot, c'est de vérifier qu'il n'y a pas comment on appelle ça, de crime de guerre commis par la Russie. Il mène une enquête pour savoir s'il n'y a pas de crime de guerre faite par la Russie dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et le mec est israélien. Et du coup, enfin, l'ironie est là, quoi. Mais c'est une belle ironie. Même si évidemment, tous les Israéliens sont pas pour ce que fait le gouvernement israélien. Ne faisons pas l'amalgame. Rappelons qu'il y a des gens qui se battent. Et ça, c'est bien. Euh, donc, ouais, même toutes les amalgames, c'est faire de plus en plus attention. Parce qu'il y a des gens qui font des rapprochements insensés, inutiles, stupides. Euh, et ça, c'est à travers parfois pas seulement des conflits, mais des concepts qu'ils ne comprennent pas. Donc, il y a beaucoup de choses à. Voilà. La vie, au final. Mais ouais, c'est plus ouais, comment aujourd'hui on va traiter l'information à travers les gens qui nous la racontent. Ah, c'est bon, tu te réveilles, toi? Donc ouais. Euh, on peut pas dire qu'une personne, parce qu'elle est du mauvais camp, n'est pas légitime de raconter sa version. Parce que du coup, c'est ça que je trouve aussi super intéressant, c'est que les gens sont pas mauvais en soi. Ouais, vive mon chat. Euh, les gens sont pas mauvais en soi. Et je crois que c'est la taille qui m'a valu le plus de mauvais retours. Mais les homophobes, les misogynes, les racistes, c'est entre guillemets pas de leur faute. C'est un peu comme les riches qui disent que tout ce qu'ils ont, ils l'ont pas mérité, ils se sont battus pour. En fait, quand toute ta vie, on t'apprend un truc et que tu es dans un prisme où on te dit pas autrement, et bah t'es obligé d'y croire. C'est-à-dire que quand t'es petit, que t'as du pognon, toute ta vie, quand t'es jeune, on te dit tout ce que t'as, tu l'as mérité. Ok, t'es au-dessus des autres. Donc évidemment, tu grandis et pour toi, c'est un fait. Pour toi, juste, c'est un fait. Et le fait de se remettre en question après une manipulation, parce que c'est de la manipulation, c'est aussi comme ça que fonctionne l'hypnose. L'hypnose, c'était un super truc d'hypnose d'ailleurs. C'est un gars qui a répété pendant un an la même chose à un type. C'est un peu comme ce qu'on fait avec les chiens par exemple. Il fait un truc, on lui donne un bonbon, et dès qu'il fait la même action, on lui donne un bonbon. Donc au bout d'un moment, dès qu'on lui donne un bonbon, il fait l'action. Ben là, il y a un truc un peu pareil on te le répète tellement, dans des situations tellement similaires que au bout d'un moment, pour toi, c'est assuré. Euh, Pareil pour les gens qui sont misogynes. On te dit la place de la femme, c'est la cuisine. Toute ta vie, on te répète ça, on te répète ça, on te répète ça, on te répète ça. Et du coup, après, tu dis bah oui, c'est normal. On dit que l'homosexualité, c'est une maladie. Euh, et l'argumentaire là-dessus est super intéressant parce que du coup, basé sur de l'homophobie, ils ont réussi à construire un argumentaire scientifique en disant que, par exemple, les maladies qu'on peut retrouver chez l'être humain dès sa naissance, c'est des problèmes à travers des choses qui sont lui-même, tu vois. C'est dire, ok, par exemple, quelqu'un qui a un chromosome en moins, bah oui, c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui a un handicap. Et l'homosexualité, comme c'est pas de l'hétérosexualité, vu que c'est un truc de différent, mais que c'est biologique, et bah c'est pas de la folie, c'est un handicap. Et cet argumentaire-là, il est de la manière de tourner la phrase, c'est fou, parce qu'il a fallu le penser. Il a fallu le penser. Et je trouve ça, genre, c'est fort, quoi. La propagande derrière est super forte. Euh, et puis, enfin, c'est pareil pour ce qui est du racisme. Euh, Parce que c'est ce que j'ai vécu à la campagne, en fait. Hein. On te montre dans les médias, regardez, les Noirs ils sont méchants, les Arabes ils sont méchants, c'est tous des voleurs, c'est tous des tueurs. Donc t'en rencontres, tu te dis qu'est-ce qu'il va me faire. Et après non. Moi je suis encore impacté par cette paranoïa là. Parce que du coup, l'hypnose, parce que c'est de l'hypnose, c'est de la manipulation, ça se déconstruit. Quand j'ai commencé à bosser avec Bamada City, euh, et d'un seul coup tu te retrouves avec plein de gens qui sont originaires du Mali. Euh, et là tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu deviens moins con.
tu découvres des gens, tu découvres des cultures. Et tout ce que on t'a, c'est même pas inculqué parce qu'on m'a forcé à le penser. Voilà, c'est ça. Pour moi, ma maison, c'est pas ici. C'est Trappes. Trappes, c'est mon chez-moi. Trappes, c'est là où il y a mes copains. Trappes, c'est le sang de la veine. Ok. Vive Trappes. Vive Ivry. Mais il y a des copains. Vive le Kremlin. Voilà. Pas le Kremlin. Oh là là. Kremlin bicentêtre. Évidemment. Pas les Russes. Oh mon dieu. Propagande pro-russe, je me suis fait avoir. Oh non. Je suis foutu, les gars. Mais ouais. C'est. En fait, c'est sortir de son prisme. Et c'est pour ça que ce que j'ai envie de faire, je sais pas encore comment le mettre en place, mais vraiment ouvrir des tables rondes à des questions qui. Même les questions les plus stupides. On a peur de poser des questions stupides, sauf que c'est pas grave de ne pas savoir, c'est grave de rester dans l'ignorance. Donc laissez les gens poser des questions stupides pour répondre avec des gens qui s'y connaissent sur les sujets. Laissez des femmes parler de c'est quoi être une femme. Accepter de comprendre que oui, en fait, comment elles sont dans la rue, c'est pas comment un mec est dans la rue. Euh, Comment tu vis ta sexualité en tant qu'homosexuel, c'est pas la même chose que comment tu la vis en tant qu'hétérosexuel. Euh, euh, Trouver un logement, trouver du travail en tant que personne noire ou maghrébine ou asiatique, c'est pas la même chose que trouver du travail en temps blanc. Voilà. Et c'est des choses qu'on n'est pas prêt à accepter, euh, que certains sont pas prêts à accepter, et c'est bien que les choses changent parce qu'aujourd'hui beaucoup plus de gens l'acceptent. Merci. Euh, mais le côté empathie, c'est là où on le perd. C'est que tant que tu n'auras pas 4000 caméras cachées avec des gens qui passent des entretiens d'embauche et qui les filment et les postent sur internet en disant bah voilà, la seule raison pour laquelle on m'a pas pris c'est à cause de ça. Des gens qui vont aller faire des dates vont dire bon bah pour nous ça se passe comme ça en fait. Pour nous quand on marche dans la rue ça se passe comme ça en fait. Il y a même eu des trucs pour les meufs, ça s'est déjà fait. Il y en a eu plein des trucs comme ça et il y a des gens qui refusent de l'apercevoir. Le pire c'est il y a une vidéo où du coup il y a une meuf qui pose une caméra sur son sac et qui marche et en fait elle compte le nombre de personnes qui ont maté son cul. Euh, et sous les commentaires, il y a des gens qui ont dit si on peut même plus regarder. Comment ça, si on peut même plus enfin, non. Le topic, c'est très bonne question. Quel topic actuellement? Je pense actuellement, c'est plus le traitement d'une information à travers. Oh oui, traitement d'une information à travers le regard de quelqu'un. Parce qu'on a tous une vision différente des choses à travers notre situation. Et comme on est tous différents, on a tous une vision différente des choses. C'est aussi ça qu'il faut rappeler. Les gens sont pas forcément cons, ils sont ignorants. Et on confond souvent la connerie et l'ignorance. Le con, c'est celui qui décide de rester ignorant. L'ignorant, c'est celui qui ne sait pas. Bref, j'aime pas les cons. Mais je préfère les ignorants. Parce que du coup, on peut démarrer des discussions. Et même moi, je suis ignorant sur plein de sujets. C'est pour ça que j'ai hâte de découvrir encore plein de trucs avec des gens dans ma vie. Soyons fiers d'être ignorants et soyons fiers de ne pas être cons. Par pitié. Mais bon, il y a des gens qui se complaisent dans l'ignorance car ça amène leur situation. Ça apaise leur situation. C'est le fait de ne pas se remettre en question. Mais c'est vrai que se remettre en question, c'est compliqué parce que quand tu te remets en question, c'est pas seulement toi. C'est tous les gens que tu as rencontrés. C'est les gens qui t'ont parlé. C'est les gens qui ont validé ton propos. C'est l'éducation que tu as reçue. Se remettre en question, c'est. Et je crois que c'est la chose la plus compliquée à se dire, c'est. Là, mes parents ont voté. Se dire ça en tant qu'être humain alors qu'on a sacralisé les personnes plus âgées, qu'on a sacralisé les enseignants, ça fait mal. Et pour autant, bah voilà. Moi, il y a des gens que j'ai sacralisés. Après, je les ai rencontrés vraiment. J'ai arrêté de les sacraliser. Le plus gros coup comme ça que je me suis pris, ça a été Roman Dodwick, que j'ai rencontré après un de ses spectacles. La différence entre... alors on sait que le mec vit des troubles lui-même. J'ai bu un coup avec lui et la dernière fois que mon live s'est éteint d'un coup, je ne sais pas et je n'ai pas eu la raison. Et ça m'a foutu le seum parce que voilà, toi tu fais partie des gens avec qui c'est bien de parler. Voilà.
Euh, mais je n'ai pas compris pourquoi. Ça a juste coupé. J'ai eu le seum. J'en étais à où? Oui, c'était Roman Dodvik et bah, j'ai bu avec des potes à moi, on a bu un verre avec lui. Et en fait, le mec était vraiment dans le mal, quoi. Ça gâche ta soirée carrément. T'attaches pas trop à moi. Vraiment, fais gaffe. Eh, j'en ai eu des comme ça. Je crois même, ouais. Attends, mais les vieux de darons de 40 ans qui m'envoient encore des messages. Ça faut arrêter par contre. Ça faut arrêter. Euh... si, je t'adore, c'est tout. Too much, too much. Mais ouais, il y a. Je vais reparler du sujet 400 000 fois dans ma vie parce que c'est le sujet qui m'énerve le plus. Euh, c'est le mot qui a été détourné, qui a été utilisé pour devenir homophobe alors qu'il dénonçait un problème qui est encore actuel, qui est la pédérastie. La pédérastie, aujourd'hui, c'est pédé, c'est dire tous les homosexuels sont des pédophiles. Sauf que non, pédéraste, c'est un mot pour désigner une certaine catégorie de personnes exactement. C'est les personnes âgées qui aiment les personnes jeunes. Et de manière, avec des psys, on fait une étude des gens comme ça. Et le fait de vouloir retrouver sa jeunesse, car elle a été gâchée par le passé, parce qu'il y a eu des politiques avec de la haine. Merci pour les cadeaux, faut pas. Il y a des étudiants qui ont besoin, qui font des lives. Si tu as des choses à donner, c'est à eux, ils en auront forcément besoin. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Il y a plein de gens qui font des lives et qui ont besoin de cette thunes. Donc n'hésite pas à les retrouver, je suis sûr qu'il y en a plein. Faire attention aux cons aussi. Et du coup, le fait que ce mot a été détourné fait qu'on n'a pas traité le problème, parce que le problème aurait pu être traité auprès de psychologues et même vraiment étudié. Et ces gens auraient pu être aidés, parce que du coup, ils arrivent à des dérives beaucoup plus graves. Et aujourd'hui, on va pas se le cacher, c'est sorti, les études de pédophilie, c'est beaucoup d'hommes. Et là, ils s'en fichent que ce soit garçon ou fille. Voilà. Mais en fait, ça vient un peu dans le même impact aussi. C'est des gens qui ont eu des traumas, qui n'ont pas vraiment vécu d'enfance et qui essayent de le retrouver à travers quelque chose. Non, c'est pas bon. C'est gentil. Et du coup, c'est des trucs qui peuvent être réglés, c'est des gens qui peuvent être aidés parce que du coup, c'est de la manipulation. Les agressions, les trucs qu'il y a derrière, c'est des traumatismes. Et ça fait partie aussi de procédés qui peuvent être aidés, qui peuvent être soignés. Donc, ouais. Le fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui m'envoient des messages et qui croient normal le fait de me draguer alors que j'ai 30 ans de moins, 20 ans de moins. Non. Je me doute qu'il y a des gens qui sont épanouis dans ce type de relation quand c'est sain. Sauf que c'est pas toujours sain. Actuellement, on peut retrouver que les personnes âgées ont une forme de manipulation. Oui, mais aussi de 60 ans. Écoute, moi j'ai beaucoup de crédit auprès des vieux hommes. Non, je suis juste un mec homosexuel. On fait avec, hein. Mais du coup, il y a ce truc un peu chelou de. On refuse de le traiter parce que on a supprimé le mot du sujet. Et quand on supprime des termes, on les oublie. Et du coup, on oublie des problèmes. Le fait de mettre des mots sur les choses, ça permet de les traiter. C'est pour ça qu'on a un mot sur le capitalisme. C'est pour ça qu'on a un mot sur la pédophilie, le viol, que les mots sont bien distincts. Et le fait qu'on ait totalement effacé ce mot fait qu'on ne traite plus de ce sujet-là. Parce que c'est pas forcément la pédophilie, parce que c'est que des gens de 20 ans. 20 ans, t'es majeur. Et 40 ans, voilà, 40, 20 ans, c'est deux personnes majeures. Après, ça revient à la question de les autres tarés qui disent oui, mais c'est légal, du coup c'est normal. Hashtag Astérion. Non, c'est pas parce que c'est légal que c'est normal. C'est même, on rappelle que tout le monde se développe pas de la même manière. T'as des gens qui vont avoir 21 ans, ils auront ils auront eu la même vie sentimentale et sexuelle que des enfants de 14 ans. Pas d'appli en G, exactement. Non, pas Astérion, heureusement. Salut Noé, bien ou bien. Non, j'étais longtemps sur Grindr à cause de mes propres traumas. Et c'est là où c'est des trucs qui auraient pu être réglés, mais non. Et bah ça va, sa vie, ça vient. Et toi? Mais ouais, c'est... Ouais, je sais pas comment ramener ça autrement. Les mots ont une importance et pas seulement
pour les écrire ni les recenser ont une importance pour comment tu les interprètes. Aujourd'hui, si je te dis par exemple le mot expert comptable, bon c'est deux mots, mais expert comptable, tu as une image en tête, tu as une image, donc tu sais comment la représenter. Mais si t'as pas de mots pour définir quelque chose, tu ne sais pas te le représenter, et donc tu ne peux pas le traiter. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne traites pas le problème. Et ça, c'est le truc qui me fait le plus chier. Non, je peux pas. Il faut que je remonte à Paris. Là, je vais remonter à Paris pour ma remise de diplôme. J'ai décidé d'y aller. Mais j'ai mis un beau message à mon établissement en leur disant que je cautionnais pas le fait qu'ils protègent les agresseurs, que je cautionnais pas le fait qu'ils nous aient dit de fermer nos gueules, et que je cautionnais encore moins le fait de ne pas, de les garder en tant que professeur et de les laisser traîner autour d'autres étudiants. Du coup, je compte aller à ma remise de diplôme. Et puis après leur lâcher un petit mot en leur disant bon bah s'il se passe encore quelque chose, j'ai les preuves, voilà, j'ai les éléments, je les amènerai devant la justice. Parce que le plus gros problème, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de cette école et qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément responsables dedans. Actuellement, ils peuvent être sanctionnés, ces référents-là, parce que c'est des gens qui sont plus vraiment suivis dans le milieu du cinéma, et donc c'est bien, mais voilà. Juste un petit, je suis dans les pays de Co, voilà, comme ça bien normand. La flemme d'aller à un diplôme dire putain, et bah c'était pas forcément nécessaire, écoute, hein. Pas obligé. Ouais, on a eu des profs qui ont, on a eu un prof qui, alors de ce que moi j'ai recensé, parce que aussi ce qui est pas dit, on a un prof qui a quand on est notre série de deuxième année, a touché, surtout c'est caressé certaines étudiantes qui faisaient le making of de notre série. On a un groupe WhatsApp dans lequel des références partagent des images d'étudiantes en se demandant lesquelles ils baiseraient. Il y a un étudiant qui a violé une meuf et qui après a fait, comment dire, a eu des félicitations pour son film par les référents qui savaient. Enfin bref, il y a un tas de choses comme ça. Est-ce que des arbres m'ont aussi agressé, mais ça c'est parce que je regarde pas devant moi. C'est de l'ordre et BR. Pas si loin en vrai. Ah, un pion qui sortait avec des quatrièmes. Terrible. Nous, on a eu l'histoire de. Il y a une secte. Ça, je crois que c'est le plus drôle et le pire que j'ai. Il y a eu une secte dans notre école, la classe acting, première année de son existence. Le prof a démarré une secte dans laquelle il a agressé les étudiantes. Et du coup, il y a des étudiantes qui étaient tellement attachées à lui quand il était viré qu'elles ont quitté l'école pour le suivre. Voilà. C'est cool, hein. Je vais faire regretter d'être né à ce mec. Mais du coup, là, lui, il ne pouvait pas le garder parce que bah, là, c'était une secte, quoi. Enfin, c'était cramé. Ça veut dire que quand t'as les étudiants qui commencent à fantasmer un professeur, enfin, ça va se voir dans le milieu, quoi. Mais après, il y a plein de trucs dans le milieu qui sont cautionnés, qui sont. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Maintenant, je ne peux pas les prouver. Et c'est là que ça me. Parce que je les ai entendus. Voilà, c'est des producteurs qui en parlaient. Il y a eu des échanges. Même quand j'ai été au César en 2020. C'était 2024 ? Oui. Et bah, enfin, ça parlait aussi. Donc, voilà. T'arrives là et tu te dis, bon, bah, comment t'amènes ça ? Et il y a même cette culture qu'on a eue en début de troisième année qui était, si vous parlez mal de l'école sur les réseaux sociaux, il y a un risque que vous ne trouviez pas d'emploi parce que l'école va être discréditée et personne ne vous voudra à l'embauche. Bah non, les gens nous jugent selon nos travaux, pas quelle école on a fait. Donc on leur montre notre portfolio. Dire oui, on a fait 3 IS et c'est eux qui m'ont donné les compétences pour faire ça, est-ce que vous acceptez que je vienne ? Mais si l'école est discréditée, c'est le problème de l'école, c'est pas mon problème. C'est l'école qui va perdre des étudiants, c'est l'école qui va perdre des trucs. Vous nous avez fait croire que si on dénonçait, on n'allait pas avoir d'emploi. C'est le même argument qu'a utilisé Depardieu. C'est le même argument qu'ont utilisé les violeurs dans le milieu. Qu'est-ce que... Et d'ailleurs, la directrice qui a tenu ces propos-là, aujourd'hui, a quitté l'établissement, bizarrement, pour aller dans une autre école du visuel. Voilà.
3IS, voilà, je dis Rabal, Institut International de l'Image et du Son, 3IS Paris et Elancourt. Le prof qui a touché des élèves s'appelle Schumacher, un des référents euh, comment on appelle ça, euh, qui, a, qui, a, qui était sur le groupe WhatsApp et qui a félicité l'élève. Euh, il s'appelle Julien Stecker, c'est lui qui a réalisé, non, il a été assistant réalisateur sur le clip d'Orelsan. C'était lequel C'était son clip de merde. J'ai oublié le nom, mais sur son dernier album. Bim, voilà. On y va, ok. J'ai pas peur, j'ai tout. Venez m'attaquer en justice, on finit. Mais ouais, ça va partir en couille. On va se battre. Et puis en nom de violeur, dans l'établissement, on a un ancien pote Enzo Fret, on a Jules Payen, on a. Non, non. Alexis Bouillet, lui, il a juste touché une meuf pendant qu'il était bourré. Du coup, ça va, c'est pas grave. Après lui avoir touché le sein et le cul. Waouh. On l'a félicité pour son film, quoi. On l'a félicité. Et je vais le revoir, du coup, à la remise de diplôme. Il va faire un grand sourire. Hein. On va tous se revoir, on va tous faire un grand sourire et dire ouais, ça va. Non. On va pas être potes. On va pas être potes. C'est... Le fait d'avoir. Le plus gros déclic, c'est quand tu te rends compte que le silence, il y a une culture un peu où, comme tu parles pas, t'es pas vraiment impliqué, parce que justement, tu parles pas, t'es impliqué. Se taire, c'est être responsable. Se taire, c'est cautionner. Aujourd'hui, il faut parler, il faut suivre les victimes. Il faut. On s'en fout le truc de. Vous allez avoir des difficultés plus tard. Si j'ai des difficultés, ça veut dire que ceux qui me foutent des difficultés soutiennent un agresseur. Et que eux doivent l'accompagner. C'est eux qui devraient être en difficulté. C'est eux qu'il faut foutre dans la merde. Donc, à aucun moment, c'est moi qui vais être dans la merde. Tu veux niquer ma carrière? Je t'affiche devant la terre entière. Là, c'est drôle parce que, oui, sur ce petit live, j'ai eu maximum 4 viewers. Sauf que je connais des gens de France 24. Ouais, je connais des gens qui travaillent chez le Parisien. Je connais des gens qui bossent chez des médias comme Les Loges, qui retransmet l'art. Enfin, bref, tu veux me foutre dans la merde, je détruis ton industrie. C'est bon pour vous. Donc, c'est le truc de... On les rapproche facilement, ces gens-là. Une fois qu'on les rappelle à l'ordre, une fois qu'on les remet à leur place de simple être humain et non pas de I'm on the top of the world, il y a un rapport de force qui se refait. Si je fais de la merde, j'en subis les conséquences. Tu fais de la merde, tu vas en subir aussi. Tu soutiens ceux qui font de la merde, mais tu les accompagnes. Vraiment. Go la casse prison. Tu vas pas... Voilà. Donc là, ça me fait rire. Ceux qui soutiennent des agresseurs, ceux qui soutiennent des violences, on te voit. Voilà. Je t'aperçois, tu es là. Non. Je vais détruire ta vie, au final. Avec nonchalance, mais respect. Toujours. Parce que seulement le respect de la Constitution et des lois. Mais le respect de toi, non. À quel moment on peut décider de ne plus respecter un être humain? À quel moment un être humain n'est plus perd cette notion-là? Parce on peut condamner tout et n'importe quoi, mais vraiment faire perdre la notion d'être humain à quelqu'un. Parce que, enfin, être humain, c'est avoir de l'empathie, c'est s'occuper des gens. En fait, c'est comprendre qu'on n'est pas seul, qu'on vit en tant que société. Donc, à partir du moment où, pour toi, tu ne vis pas au travers de la société, tu n'en es plus un. Ah, j'arrive. Bon. Moi, je vais manger le poulet. Donc, je vous souhaite à tous la bien bonne soirée. Buvez de l'eau, c'est important. Boire beaucoup d'eau. Et peut-être et moins de sucre aussi. Le coca, c'est pas bon. Voilà. De toute façon, ils sont des thunes sur des gens et puis ils exploitent des gens aussi. C'est le petit parallèle. Allez, moi je vous souhaite la bien bonne. Paix et amour sur la société, évidemment.